Dans cette partie du cours du dernier chapitre sur les gaz parfaits et les transformations des gaz parfaits, on s'intéresse un peu plus particulièrement sur les gaz réels ou bien les fluides réels, dits les fluides de Van der Waals. On va voir quelles sont les limites d'abord d'utilisation de la loi des gaz parfaits et quelles sont les conditions correspondantes au fluide de Van der Waals et qui nous permettra par la suite de déterminer l'équation d'état d'un fluide réel et la détermination de la courbe de saturation dans le diagramme de Clapeyron à partir des isothermes de Van der Waals. Donc tout d'abord, nous commençons par rappeler les hypothèses permettant de considérer un gaz comme parfait ou idéal. Si on prend un volume de gaz dans une enceinte marquée en vert et considérant un mouvement aléatoire des particules, donc la première hypothèse pour considérer que le gaz est parfait est qu'il n'y a pas de choc entre les particules. Il y a seulement les chocs des particules contre les parois de l'enceinte. Les chocs entre particules, il est inexistant. Et pour que ce choc des particules est inexistant, il y a une condition au préalable, c'est que le parcours, ou bien le libre parcours moyen L, en unité, hein, c'est une distance, d'accord, il est largement supérieur au diamètre d'une particule. Là, on modélise les particules comme des sphères dures d'un diamètre d ou bien d'un rayon r. Alors, pour rappel, le libre parcours moyen, c'est la distance parcourue par une particule entre deux chocs successifs. C'est-à-dire, je vais le dire en arabe, pour que les chocs de particules entre les particules de gaz sont inexistants, bien négligeables, يجب أن تكون فرضية أنه هذا le libre parcours moyen défini par la distance parcourue entre deux chocs successifs, supposons que cette particule وهذا الجزيء قام بالاصطدام مع جزيء، فالاصطدام الموالي والمسافة التي تقطعها الجزيئة بين تصادمين متتاليين يسمى L، المسار الوسطي الحر أو le libre parcours moyen. Donc, pour être dans cette hypothèse, il faut que le libre parcours moyen soit très supérieur au diamètre de la particule. C'est-à-dire, il n'y a aucune chance que les particules se croisent, bien entrent en collision. يعني بالعربية ليس هناك أي احتمال أن الجزيئات تتصادم أو هذا الجزيء يقوم بالاصطدام مع الجزيء الموالي. Et donc ça c'est la définition du gaz parfait. Cette condition est réalisable seulement si la densité est très faible. La densité dans le volume est très faible, c'est-à-dire le volume spécifique V donné par mètre cube par kilogramme est très grand. On parle dans ce cas de gaz dilué. Donc les gaz parfaits s'appliquent seulement lorsque les gaz sont dilués. غاز مميع جدا. Et ceci dépend d'une condition que ces sphères de particules ont un rayon nul. Physiquement, c'est logique, on ne peut pas avoir un rayon d'un atome qui est nul. Mais la définition de l'hypothèse du gaz parfait impose que ce rayon soit nul. Donc on remplace cette sphère dure par des particules ponctuelles. Donc, les particules de gaz sont considérées comme des sphères dures de dimension négligeable. On peut les comprimer jusqu'à obtenir un gaz nul. C'est-à-dire, l'hypothèse du gaz parfait suppose que si on comprime, si on réduit ce volume-là, on peut arriver
a un volume nul comme le rayon est considéré comme zéro. Ça, c'est une hypothèse, c'est la théorie. Et donc, la pression dans le gaz est résumée seulement aux forces qu'exercent les particules sur les parois. Donc, la pression est définie seulement par des forces exercées. Et il y a une hypothèse qui est rajoutée à ceci, c'est que les conservations de quantité de mouvement lors des chocs des particules sur les parois. On a une élasticité, c'est-à-dire tassadum merin, qui fait que la vitesse de la particule arrivant là est conservée. Donc, c'est une conservation de quantité de mouvement. Là, on l'a vu dans la définition de la pression cinétique, dans la théorie cinétique des gaz. Deuxième hypothèse pour considérer le gaz comme étant parfait ou idéal, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre les particules du type électrostatique attractive ou répulsive. Ces forces sont appelées de Van der Waals. Sachant, si je prends par exemple un atome, cet atome normalement il est chargé, d'accord? Je prends un autre atome, il est chargé, c'est la couche externe d'électrons en fait. Si on regarde l'interaction atomique entre les atomes, c'est comme si on a un dipôle. C'est un dipôle. Alors, ce dipôle, ça, le petit r, c'est la distance entre les atomes. Cette interaction dipolaire, elle prend place lorsque r augmente, c'est-à-dire ces deux particules s'éloignent. On appelle ça des forces attractives. Sinon, si les particules euh, euh, commencent à se rapprocher, on a une force répulsive. Et on peut représenter ça sur le diagramme potentiel. Vous voyez bien, U, c'est le potentiel, c'est une énergie. C'est une énergie d'interaction. En fonction de la distance interatomique. Et on visualise deux domaines. Le domaine, vous voyez bien là, c'est à courte portée, c'est lorsque les particules sont proches, et c'est le domaine des potentiels d'interaction répulsifs à courte distance. Et le deuxième domaine, c'est le potentiel d'interaction attractif à longue distance. C'est les interactions dipolaires comme je l'ai expliqué. Et vous voyez là, vous avez un optimum, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie par rapport au rayon est nulle. Si je prends la dérivée, par rapport à R est nulle, ici. Donc on a un équilibre, un changement de sens, donc on a un changement de comportement. Donc pour le gaz parfait, ces interactions n'existent pas entre particules. Et donc, pour chercher le domaine de validité de gaz parfait, vous voyez bien ici un diagramme, pression-température, et là vous voyez le domaine en blanc, c'est la région des gaz parfaits, en noir, c'est l'effet des gaz réels. C'est là où il y a les chocs entre particules, et c'est là où il y a les interactions de Van der Waals. Et vous voyez bien que ce domaine-là, c'est à des pressions très élevées. Si on commence par une pression atmosphérique, là à 0,1 mégapascal, donc 1 bar, là vous avez 10 bars, 100 bars, 1000 bars et 10 000 bars. Donc à partir à peu près environ d'un gaz, on a à peu près 10 bars, on va dire à peu près de 90 bars,
là on commence à avoir un comportement de gaz parfait. Donc le gaz parfait s'applique pour des conditions éloignées du point critique, pour des températures élevées, bien évidemment, et pour des pressions basses. Là, on est dans le cas des pressions basses. Sinon, on a l'effet des gaz réels, les forces de Van der Waals ou bien les interactions moléculaires à longue portée. Maintenant, si on est là, on est dans le comportement de gaz réel et l'hypothèse des particules non ponctuelles s'annule, c'est-à-dire les sphères sont considérées comme, c'est-à-dire les particules sont considérées comme des sphères dures avec un rayon non nul. Donc si on prend ces particules de gaz représentatives, voyez bien que les particules commencent à interagir. Donc vous avez deux différentes interactions. On a les chocs, les collisions entre les particules, d'accord? Et on a les interactions intermoléculaires du type de Van der Waals. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'installation de ces c'est-à-dire l'installation de ces interactions intermoléculaires réduit le choc sur les parois. Je dis en arabe, c'est-à-dire une كثرة تصادمات بين الجزيئات بفعل قوة فان دير فالس، c'est-à-dire الاصطدام للجزيئات على الجدران يقل. هذه نتيجة خاصة بالغازات الحقيقية. C'est-à-dire الجزيئة au lieu elle va percuter الجدران, elle va aller dans le sens à l'intérieur de l'enceinte à cause des interactions. Donc on va représenter toujours notre courbe. Donc vous avez deux types d'interactions. Donc à courte distance, c'est la répulsion. Alors ce qui se passe quoi? C'est que le volume accessible réel, il diminue. Donc si on a par exemple le volume de l'enceinte c'est V, en réalité le volume accessible au gaz est V moins le volume des particules. Et là vous allez voir que la loi des gaz, elle va complètement changer. Dans le cas des gaz parfaits, on avait dit que le rayon est nul, et donc le volume des particules est nul, et donc tout le volume ici, il est accessible aux particules. Donc, cette particule peut venir occuper cette partie. Cette particule peut occuper cette partie-là. Mais concernant le gaz réel, comme le rayon il n'est pas nul, d'accord? Alors, cette particule ne peut pas occuper ce volume-là. Il est inaccessible à elle. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre particule. Donc le volume total est réduit. Donc cet effet de répulsion à courte distance correspond à la taille finie des molécules et se traduit par une diminution du volume effectivement accessible au gaz. Les particules ne sont pas ponctuelles, mais occupent un volume. Ce volume-là occupé par la particule, il est appelé covolume, c'est le B. Et comme il y a n particules, il y a un nombre de moles de particules, donc le volume total occupé par les particules sont NB. Et donc le volume effectif vraiment disponible aux particules, c'est-à-dire الحجم الممنوح للجزيئات التي تستطيع أن تتحرك بكل سهولة ليس الحجم الإناء أو الوعاء، وإنما هو الحجم الوعاء ناقص حجم الجزيئة. وهذا حجم الجزيئة on l'appelle, c'est le covolume. Ou bien c'est le volume exclu, interdit aux molécules. Donc vous voyez bien que au lieu d'avoir PV égale NRT, on a PV moins NB NRT.
Donc c'est la réduction du volume accessible est proportionnelle au nombre total des particules. Donc cette partie, elle est essentiellement due au potentiel répulsif ou bien d'interaction répulsif à courte distance lorsque les particules s'approchent. Maintenant, vers les distances plus importantes, on a un autre phénomène. Donc, on avait dit qu'il y a un dipôle qui va s'installer entre les particules. Il y a des interactions d'attraction. Donc, il y a un potentiel d'interaction dipolaire, attractif à longue distance. Et alors, ce qu'on a dit, c'est que cette interaction, elle va réduire la pression exercée sur les parois. Alors, ce qu'on a vu dans la définition de la pression, c'est que cette pression égale la force de choc des particules sur la surface de la paroi. Et si les particules, le nombre de particules, bien le nombre de chocs des particules sur la paroi va diminuer parce que les particules sont ramenées à aller à l'intérieur, ça veut dire que cette pression, définie par la force sur la surface, elle va diminuer. C'est cette pression idéale. En d'autres termes, la pression d'un gaz réel, c'est-à-dire la pression de choc des particules d'un gaz réel sur les murs, est inférieure à la pression d'un gaz parfait. Ça, c'est une conclusion très importante. La pression d'un gaz réel, c'est-à-dire la pression de choc d'un gaz réel sur les parois, est inférieure à la pression de choc d'un gaz parfait sur les parois. Et donc, il y a un autre terme qui va se rajouter, c'est la pression moléculaire. C'est la pression de choc à cause de l'attraction. Il y a un choc de collision entre particules et ces collisions entre particules forment une pression qu'on appelle la pression moléculaire ou bien pi. Ou bien c'est cette pi, elle est définie elle est en fonction de la force de Van der Waals. Elle est proportionnelle à aux forces de Van der Waals, donc elle est proportionnelle à ce potentiel d'interaction de Van der Waals. Elle est définie par A, c'est une constante, multipliée par n au carré sur v au carré. Alors, si on se remarque bien, alors ici, vous avez n, je mets en parenthèse n sur v au carré. Et le n sur v, c'est la densité. Donc, c'est nombre de particules par mètre cube, ou bien mol par mètre cube. On a une densité de particules. Ça veut dire que cette pression moléculaire, ou bien pression interne due au choc intermoléculaire, est proportionnelle à la densité des particules. C'est-à-dire elle est déjà proportionnelle à l'énergie d'interaction dipolaire, attractive, et cette énergie d'interaction bipolaire, elle est proportionnelle à la densité de particules. Donc plus la densité elle est importante, plus la pression elle est importante. Ce qu'on appelle la pression interne. Donc la résultante des interactions attractives est non nulle et elle est dirigée vers l'intérieur de l'enceinte, ce qui amoindrit la pression exercée sur les parois. On conclut que les forces attractives entre les molécules font que la pression d'un gaz réel est inférieure à la pression d'un gaz idéal. Donc vous voyez bien qu'on corrige la pression, la valeur de la pression.
La diminution de la pression dite pression interne ou pression moléculaire, PM, est proportionnelle d'une part au nombre de collisions manquantes contre la paroi et d'autre part à l'énergie totale d'interaction d'une molécule de la paroi avec les autres molécules. Ces deux facteurs étant proportionnels à la densité N sur V, il vient que pour N mol de gaz, la pression interne pi égale à N au carré sur V au carré. Et on obtient, par le produit, dit 2, la loi des gaz réels de Van der Waals. Et vous voyez bien qu'on a la même forme, ça veut dire là vous avez une pression que j'appellerai P', et là vous avez le V', et donc vous avez la pression multipliée par une grandeur de volume qui égale 1 RT. Sauf qu'ici la pression c'est une corrigée due à la pression interne des molécules et la pression de choc des particules sur les parois. Là, vous avez le volume de l'enceinte, et là, c'est le volume des particules, donc le covolume. Donc là, c'est le volume accessible. Et on garde toujours la température du gaz. C'est la loi des gaz réels de Van der Waals. Maintenant, on peut remarquer déjà que la pression interne pi, elle dépend de N et elle dépend de V. Elle dépend de grandeur extensive. Ça veut dire une pression ici, elle n'est plus intensive. Donc on a défini que dans le premier chapitre que la pression c'est une variable intensive et qui ne dépend pas de la taille du système. Dans le cas des gaz réels, la pression interne elle dépend de la taille du système ainsi que la pression totale du gaz. Pareil, on a défini que le volume il est additif, ça veut dire si je divise par exemple un volume par différentes parties, c'est-à-dire le volume total, c'est la somme des volumes des trois parties. Dans le gaz réel, vous voyez bien qu'il y a le signe négatif et que ce volume-là n'est plus additif. C'est le volume accessible du gaz et n'est plus additif. À température fixée, on voit que la pression d'un gaz de Van der Waals est la somme de deux termes positifs et elle est négative. Donc vous voyez bien, on va essayer de tirer la pression ici, de cette équation-là, en fonction de V et de T. Donc en essayant de... Vous pouvez faire ça chez vous, hein, mathématiquement. Hein, donc on divise nRT par V moins NB. Et on porte ce terme-là vers la droite. Donc on a moins AN au carré V au carré. Si on sort le nRT V en facteur, donc on obtient ces deux termes-là. Donc vous avez un terme en positif, celui-là, et un terme négatif. Maintenant, il y a un cas particulier, supposons que la densité 1 sur V est très négligeable. Donc on a presque une équation moins B x
moins 1. Si x est négligeable, donc avec un développement limité, on peut mettre cette relation sur cette forme-là, d'accord? Et, c'est-à-dire pour des faibles densités, et la pression de Van der Waals prend cette forme-là. Et donc, si on considère seulement le premier ordre de ce développement limité, on obtient quoi? On obtient la loi des gaz parfaits, et on est vraiment dans le cas de l'hypothèse des gaz dilués, ça veut dire des gaz à faible densité. Vous voyez bien qu'on passe de la loi de Van der Waals, en considérant une faible densité, on obtient la loi des gaz parfaits. Ça, on conclut que la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, en fait, n'est qu'un cas particulier de la loi de Van der Waals. Et on appelle ça, cette loi de Van der Waals, c'est une loi cubique. C'est-à-dire que le volume ici, si on multiplie V au carré par V, on obtient V puissance 3. Donc la pression et la température dépendent d'une fonction de volume puissance 3. Donc c'est delta, hein, tous les tiers. Tous les tiers. Maintenant, nous nous intéressons à tracer la température en fonction de la pression et du volume. Donc on va changer. Donc d'abord, on a une équation d'état. Cette équation d'état, en fait, n'est qu'une fonction en fonction de 3 variables, la température, le volume et la pression. Et j'essaye de tirer la fonction, l'équation de la température, et j'essaie de tracer les courbes de la température. Ces températures, on les appelle les isothermes de Van der Waals. Donc pour tracer, on commence par la première courbe. J'obtiens cette courbe. Donc je la trace dans un diagramme pression, volume spécifique. Donc vous voyez bien, là, je suis revenu à la définition du volume spécifique et vous allez comprendre pourquoi. Donc je trace la deuxième courbe et j'obtiens la même forme jusqu'à ce que j'arrive à cette forme-là où j'obtiens un palier ou bien un minimum. Vous voyez bien que c'est un minimum. Et ce point-là correspond bien au point critique. Alors, j'observe déjà dans ce diagramme-là 3 domaines. Il y a le premier domaine des faibles densités, hein, sachant que on sait que la densité n'est que l'inverse du volume spécifique. Donc, faible densité, ça veut dire des volumes spécifiques importants. Et là, on a la phase dans les domaines de densité élevée, ça veut dire des faibles volumes spécifiques. On a le liquide. Le troisième domaine, c'est à l'intérieur, on a un domaine de mélange liquide-vapeur. Donc là, déjà, on peut corriger notre appellation de gaz réel. Plutôt que je l'appelle gaz réel, c'est un fluide réel. C'est-à-dire que cette équation d'état de Van der Waals, elle est valable pour le gaz, pour le mélange liquide-vapeur, liquide-gaz, et pour le liquide. D'ailleurs, en anglais, hein, on utilise beaucoup plus fluide que gaz. On va s'intéresser plus particulièrement à ce domaine-là du mélange liquide et gaz. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque. Donc là, vous avez bien, donc là, c'est, pour rappel, c'est le point critique, hein, défini par sa pression. Et au-dessus du point critique, on a le fluide supercritique et vous avez les isothermes
supercritique, regardez la différence entre cette courbe-là et entre ces courbes-là. Vous pouvez voir que l'allure des isothermes au-dessus du point critique est différente de l'allure des isothermes. Là, on a un comportement. Il y a une continuité dans le sens ou bien du signe de la courbe. Et là, vous voyez des points d'inflexion, bien de changement de pente des isothermes. On va s'intéresser plus particulièrement à ces changements dans ce domaine liquide-vapeur. On remarque quoi? On remarque qu'il existe un maximum du côté droit et un minimum du côté gauche. On appelle ça, par exemple, un optimum local. Un optimum local. C'est localisé dans un point donné, bien correspondant à un état donné, un état thermodynamique donné. Alors, toutes les courbes en dessous du point critique ont ces deux optimums, un minimum et un local. Donc si nous joignons les points de ces minimums, on obtient, jusqu'au point critique, on obtient une courbe. Cette courbe est appelée la courbe spinodale. Et ces points sont appelés des spinodes. Toujours à l'intérieur, dans ce domaine du liquide, l'équilibre gaz-liquide. Alors, la particularité de l'état du corps pur à l'intérieur de cette courbe spinodale, c'est la pente. C'est cette pente qui est la dérivée de la pression en fonction du volume. Elle est supérieure à 0. Regardez, entre les deux. Ce qu'on remarque, c'est que c'est incohérent, c'est une incohérence physique ou une impossibilité physique. En arabe, on dit ça istihala physiya. Pourquoi? Parce qu'on sait que le sens de variation du volume est inverse de la pression. C'est-à-dire, si vous exercez une pression, vous augmentez la pression, on regarde le sens, sur un gaz, normalement, son volume réduit. Et là, qu'est-ce qu'on regarde? On remarque que si j'augmente la pression, le volume aussi, parce que c'est positif. Ce paramètre, ou bien cette pente, est lié à un coefficient thermoélastique. C'est un paramètre physique qu'on peut mesurer à l'expérience. Tabet Mourouna, on appelle ça Tawabet Physiaïa, Tawabet el-Mourouna, qu'on appelle le coefficient de compressibilité isotherme. Tabet al-Indiratiya fi darajat harara tabita. Donc vous avez là, c'est l'inverse, c'est sa définition. Si T, c'est moins 1 sur V multiplié par la dérivée du volume par rapport à la pression à température constante. Quand il y a un indice ici, ça veut dire que la température constante. Donc là, on est dans cet isotherme T1. Logiquement, ثوابت المرونة يجب أن تكون موجبة لأنها عبارة عن عوامل فيزيائية. Et donc, بما أن تكون موجبة, on a ce point négatif, donc cette dérivée doit être négative, alors que dans le tracé de l'isotherme obtenu par l'équation de Van der Waals, on obtient une pente positive. Donc ça, c'est un premier problème. On appelle ce domaine, alors c'est une phase homogène, instable, homogène, parce qu'on a un corps pur, et donc c'est une phase, la phase, elle est instable. غير ثابتة. توازن غير ثابت هنا. Deuxième partie du domaine équilibre, on a ces points. En fait, ces points
qui joignent les minimums et cette partie de la courbe. Ici, on joigne les points, on obtient une autre courbe qu'on appelle la courbe binodale. Et là, on a un autre domaine, c'est le domaine entre la courbe binodale et la courbe spinodale, qu'on appelle liquide métastable. Et côté droit, c'est une vapeur métastable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, normalement, si je pars dans ce sens, on commence à passer du liquide vers la vapeur. Donc, je dois avoir un gaz. Mais l'état métastable m'indique que, au lieu d'avoir un gaz, j'ai une gouttelette, j'ai un liquide. Mais ce liquide se trouve dans les conditions d'un gaz. Il est métastable. Métastable. C'est-à-dire il suffit d'appliquer un travail mécanique, une vibration quelconque, pour que le liquide passe directement à la phase gazeuse. Dans ce domaine à droite, normalement, je commence à liquéfier, donc je passe du gaz vers le liquide. Mais si j'observe bien, cet état-là m'indique, ce domaine-là, qu'est-ce qu'il m'indique? C'est que j'ai, au lieu du liquide, j'ai un gaz, mais dans les conditions d'un liquide. Donc il suffit d'un travail mécanique pour que je passe d'un gaz vers le liquide. Donc, si on fait rappel, donc ces courbes d'isotherme m'indiquent beaucoup de choses. Donc, vers les faibles densités, on a un gaz. Les densités élevées, on a un liquide. À l'intérieur, j'ai trois domaines. Un gaz qui se trouve dans un état métastable, c'est-à-dire je dois avoir un liquide, mais j'ai un gaz. Donc il suffit d'appliquer une vibration ou bien un travail mécanique pour que je passe de façon spontanée à un liquide. Et pareil, j'ai un état métastable d'un liquide qui se trouve dans les conditions d'un gaz. Et j'ai un autre domaine à l'intérieur, c'est une impossibilité physique où j'ai un coefficient de compressibilité qui est négatif. Alors, pour remédier, pour supprimer tout ça, alors, on a pensé, bien Maxwell a pensé à faire une construction afin de supprimer la métastabilité dans le diagramme et l'instabilité. En fait, il n'a fait que reproduire un phénomène physique, c'est-à-dire il a tracé un palier, vous voyez en noir, représentant la pression, P1, et si on cherche bien, P1, en fait, c'est la pression de vapeur pour la température donnée. Et en fait, ce palier, il est tracé de telle façon que cette partie-là, la surface de cette partie-là, on va dire, égale la surface de cette partie-là. Et l'opération, c'est d'essayer de minimiser la distance, c'est-à-dire du point des spinodes vers le palier, de part et d'autre. Ce qu'on appelle la construction de Maxwell.
On appelle aussi les paliers d'Andrews, hein. Parfois dans les ouvrages, c'est Andrews. Et donc après construction, en cherchant l'équilibre, c'est une minimisation de l'énergie, hein, on minimise l'énergie. On verra ça lors du chapitre sur le deuxième principe de la thermodynamique. C'est le sens même du principe, c'est la minimisation d'énergie, c'est-à-dire n'importe quel système, lorsqu'il se retrouve dans un loin de l'équilibre ou bien dans un équilibre instable ou métastable, il va essayer de minimiser son énergie en cherchant un équilibre stable. Là, on a un équilibre stable et on a enlevé les parties de métastabilité, d'instabilité et de métastabilité. On fait de même pour l'isotherme T, sachant que P0, P2, pardon, c'est la pression de vapeur correspondant à la température T2. Et par cette construction, en minimisant l'énergie du système, le système يبحث تلقائيا. Cette minimisation, elle est spontanée, c'est-à-dire تقليل من هذا البعد يحدث بطريقة تلقائية لأن النظام موجود في حالة غير استقرار، النظام غير مستقر أحاول أن أكتب بالكورسور hein, donc je suis désolé mais enfin, c'est les moyens en essayant d'améliorer pour les prochaines fois. On va rester humble hein, et modeste. Donc, essayons donc, en minimisant cette énergie, le système il va chercher من توازن غير مستقر أو شبه مستقر. هنا on appelle métastable, c'est-à-dire شبه أنه يبحث إلى توازن مستقر. هنا qu'est-ce qu'on a? On a un équilibre stable. Ici, c'est stable, un équilibre stable. مستقر. دونك هناك لحد الآن دونك نرى أن هناك ثلاثة أنواع من التوازنات. هناك التوازن المستقر، توازن غير مستقر وتوازن شبه مستقر. Pareil, on fait de même pour le troisième isotherme. Et là, c'est pareil. P3, c'est la pression de vapeur à ta température T3. Et on essaye de minimiser l'énergie. Et on obtient un palier. Donc, on a supprimé l'istihala physique, on a supprimé l'impossibilité physique. Donc, on n'a plus une phase homogène instable, et on n'a plus de vapeur métastable, et on n'a plus de liquide instable. Et on n'a plus cette courbe spinodale, et qui laisse place à une seule courbe, c'est la courbe binodale. Et c'est la courbe de saturation du diagramme de Clapeyron qu'on a vu dans saturation, saturate states. Je l'écris en anglais. State, c'est état. Donc, vous voyez bien que la courbe de Clapeyron qu'on a vu, les isothermes qui montent, qui forment un palier. Pourquoi? Parce que la transition de gaz d'un corps pur, la transition de phase d'un corps pur se fait à température et à pression constante. En fait, n'est qu'un résultat de l'équation d'état d'un fluide réel de Van der Waals et de la construction de Maxwell. Vous voyez bien que c'est dû à ça. Donc, cette courbe de binodal, elle est formée par les deux courbes. Donc, c'est la courbe de Rosé. Là, vous avez
de la vapeur saturante. D'accord? Et la courbe d'ébullition. Et là, on a dans la courbe d'ébullition le liquide saturé. À l'intérieur, on a le mélange liquide-vapeur en équilibre. À côté, on a du gaz. C'est le gaz parfait. Bien. Une vapeur surchauffée. On appelle ça la vapeur sèche. On a vu ça, hein, surchauffée. Et à droite, on a le liquide sous-bouillant, ou bien sous refroidi, pardon, le liquide refroidi, et donc condensé. Donc on obtient cette courbe du diagramme de Clapeyron. Et là, on visualise l'isotherme au niveau du point critique. Vous voyez bien que ces isothermes, en fait, qu'on a vus et qu'on a tracés au début du cours, du chapitre, sont les résultats de l'équation de Van der Waals. Donc, plus contraire, au lieu de l'appeler gaz réel, on appelle ça un fluide réel. Pourquoi? Parce qu'il considère, il prend en charge les gaz et les liquides. Alors, concernant les coefficients thermoélastiques, ou bien thawabat al-muruna al-mustamala, qu'on appelle les coefficients de réponse, c'est-à-dire هذم الثوابت نقوم لمعرفة خصائص أي مادة، نقوم بتجربة بقياس هذه الثوابت. هناك عدة أجهزة تقوم بقياس هذه العوامل، c'est-à-dire il y a beaucoup d'instruments qui permettent de mesurer ces coefficients thermoélastiques. Et pour n'importe quelle équation d'état, c'est-à-dire qu'on a le premier, c'est le coefficient de dilatation à pression constante. Là, vous voyez le alpha, d'accord? Il est donné 1 sur V par la variation du volume par rapport à la température à pression constante. Donc, par exemple, si je prends seulement une dimension, donc j'écris 1 sur L fois la dérivée de L par T, pardon, la variation de T à pression constante. Chose qu'on sait, par exemple, si je prends un métal, par exemple, d'une longueur L, ça c'est un métal. Si je chauffe, j'applique une énergie. Alors ce qui se passe, le métal se délate. Ça veut dire plus la température augmente, ici, donc la longueur augmente. Ça veut dire alpha, dans ce cas, est positif. Mais il peut avoir que alpha est négatif dans certains cas, par exemple des polymères. On a des polymères. Alors c'est un matériau, le polymère. Yamada. Par exemple, on prend, vous connaissez tous, la kératine. La kératine, hein, si j'augmente la température, eh ben, la fibre de la kératine, elle rétrécit. Par exemple, si vous prenez un linge, par exemple, c'est des fibres, par exemple un vêtement. Parfois, si on le lave à des températures très élevées, bien on le sèche dans des températures très élevées. Si on le sort, on le retrouve qu'il était rétréci. C'est-à-dire là, son volume réduit. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté la température. Donc, ce cas, le coefficient de dilatation à pression constante est négatif. Il faut faire attention. Là, le deuxième paramètre, c'est le coefficient d'augmentation de pression à volume constant. Et là, on l'a vu, ce paramètre, c'est la dérivée de la pression par rapport à la température. Si on vous rappelait du diagramme des phases, là, on a... Pardon, j'essaie de tracer convenablement. Donc,
on a la phase solide, liquide et gaz. Et on a parlé d'abord d'ailleurs de ce bêta entre le solide et le liquide. Et voyez que la pente elle est négative. Et je vous ai dit que cette pente est négative pour 3 matières seulement, qui est l'eau, le bismuth et l'antimoine. Donc on a le H2O, le bismuth qui est le Bu. Alors le bismuth on le retrouve beaucoup dans la région de l'Est, de l'Algérie. Et, pardon, non, c'est l'antimoine qu'on le trouve. Hein. Et l'antimoine, je pense c'est... Alors j'ai oublié le C, le S, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai oublié, il faut voir dans le tableau de périodique de Mendeleïev, c'est l'antimoine. Antimoine. Sinon, la pente, elle est positive. Donc, le bêta peut être positive comme il peut être négative. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le coefficient de compressibilité isotherme, il ne peut être que positif. Il ne peut pas être négatif. Donc c'est ce terme-là, en fait, c'est هذا ثابت المرونة الذي يستعمل بالكثير لمعرفة خصائص التوازن. Ce coefficient de compressibilité isotherme qui est utilisé beaucoup plus pour connaître en fait l'état d'équilibre, est-ce qu'il est stable, métastable, instable. Donc vous voyez bien que ces coefficients thermoélastiques ne sont pas seulement appliqués pour les gaz ou bien les fluides, mais sont appliqués aussi pour les autres types de matériaux, solides, polymères, verre, céramique, ainsi de suite. Voilà.